Bonjour et bienvenue donc à cette petite conférence sur la multiconscience thérapie, transformation et éveil. Mon nom est Sylvain Blanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années. Je suis également enseignant depuis plus de 15 ans et je suis également auteur de plusieurs livres sur les thérapies intuitives. Donc, la multiconscience thérapie, transformation et éveil, c'est le sujet de la conférence de ce soir. D'abord, peut-être vous parler de la pleine conscience intuitive. Alors moi, j'ai commencé donc il y a plus de 25 ans passés à peu près. J'ai commencé avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young. J'ai suivi donc ce guérisseur-là pendant 3 années et j'ai développé à la suite de cet enseignement-là l'écoute imaginaire qui se voulait en fin de compte décortiquer comment pouvait-on développer la clairvoyance, la médiumnité, la clairaudience, la clairsentience, le channeling, toutes ces habiletés intuitives-là qui sont souvent mal comprises. Alors j'avais voulu moi finalement proposer un enseignement qui sorte un petit peu des conventions ésotériques ou spirituelles pour ramener ça justement dans un modèle beaucoup plus concret, je dirais, et beaucoup plus proche de la réalité de chacun d'entre nous. Et pour moi, l'imaginaire, ça me permet de voyager en moi comme un partenaire. L'imaginaire devient un véhicule. Et ce véhicule-là me permet de voyager en moi, c'est-à-dire que je peux déplacer ma conscience dans mon genou, par exemple, constater qu'en déplaçant ma conscience dans mon genou, j'ai des images, des sensations et des mots qui vont se manifester à moi. Si j'interagis avec ces perceptions-là, je vais constater que dans mon genou, il y a une forme de sagesse et d'intelligence qui va me transmettre des informations sur la raison d'être de ma problématique qui peut être associée à mon genou. Alors, c'est intéressant parce que ça veut donc dire que mon cerveau est là, mais que quand je déplace ma conscience en utilisant le véhicule imaginaire, je vais découvrir que j'ai accès à d'autres formes de conscience qui sont en moi et dont je ne suis pas capable d'accéder par mon cerveau et que par ce jeu imaginaire-là, je suis capable d'interagir avec ces perceptions-là et donc de découvrir une forme de sagesse qui va m'expliquer, qui va m'aider à comprendre la raison de mes problématiques dans mon propre corps. Si je fais sur un partenaire, c'est exactement la même chose qui va se passer, c'est-à-dire que je vais déplacer ma conscience vers mon partenaire et en déplaçant ma conscience vers mon partenaire grâce au support imaginaire, je vais donc capter des images, des sensations et des mots de la même façon. Et si j'interagis avec ces perceptions-là, je vais découvrir que ces perceptions-là imaginaires vont me transmettre de l'information sur mon partenaire, comme si mon partenaire était animé d'une conscience intelligente qui aussi n'est pas dans son cerveau, mais dans son corps, et que moi, je peux, dans le silence, accéder à cette conscience-là et aider mon partenaire à devenir conscient de qui il est par cette capacité de communication que j'ai avec lui. Vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que c'est quoi cette affaire-là? Ça ressemble à de la clairvoyance, ça ressemble à de la médiumnité, ça ressemble à quelque chose d'un peu ésotérique en fin de compte. Mais quand on regarde maintenant la physique quantique, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que le physicien Pop nous rappelle que, a démontré, hors de tout doute, hein, que les cellules du corps absorbaient et remettaient la lumière. C'est-à-dire que moi, j'ai un ensemble de cellules et je vais donc absorber les photons de la lumière du soleil et je vais donc remettre de la lumière. Et tout ça, finalement, c'est comme une genre de respiration biolumineuse qui en résulte. Et cette respiration biolumineuse-là me permet de comprendre que l'aura, c'est en quelque sorte un champ qui reflète l'activité cellulaire de mon corps. Et cette activité cellulaire-là, qu'est-ce qu'elle me permet de comprendre? C'est que quand je me mets en relation avec moi-même ou avec un partenaire, mais mon partenaire, qu'est-ce qu'il émet? Il émet de la lumière. Et c'est cette lumière-là que je vais être capable, moi, de capter par le biais de mon véhicule imaginaire et qui va me permettre de constater que les perceptions visuelles, auditives ou sensitives qui vont émaner de lui sont en quelque sorte des informations qui animent la conscience énergétique de mon partenaire. Et que quand je suis capable de comprendre cela, ben, je suis en mesure, effectivement, d'échanger avec la conscience cellulaire de mon partenaire et être capable donc d'arriver à comprendre la raison d'être des perturbations qui peuvent être associées à cette personne-là par le biais de cet échange-là. Et dans ce sens-là, on se rapproche beaucoup plus d'une thérapie quantique que d'une thérapie ésotérique, en fin de compte, puisque les modèles actuellement sont en train de nous amener à prendre conscience que la façon que moi j'aborde les choses au niveau intuitif, ben, quelque part, sont totalement d'accord avec les développements de la physique quantique. Donc, je pense que c'est quand même déjà assez intéressant de pouvoir comprendre cela. Alors, ça veut donc dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, ben, ce que je cherche à observer, c'est la qualité des rayonnements ultra ténus des cellules qui se manifestent chez cette personne-là. Et évidemment, plus le rayonnement est optimal, plus il est équilibré, plus l'indice de santé, du potentiel de santé de la personne est au maximum, et plus évidemment il y a des perturbations qui animent la personne, mais plus évidemment, ça voudra dire que le potentiel santé se trouve affaibli. Alors, il ne s'agit pas ici de parler de maladie comme telle, parce que quand on regarde le champ énergétique d'une personne,
on comprend ici que l'on voit les tendances de la personne. Les tendances, ça veut donc dire que la personne, avant même qu'elle soit malade, on est capable de voir ses fragilités, de voir ses faiblesses. Et je pense que quand on commence à comprendre cela, ça veut donc dire qu'on est capable d'accompagner une personne dans un processus de guérison, dans le sens qu'on cherche à continuellement fortifier sa vitalité, continuellement fortifier sa confiance, afin que justement son potentiel santé devienne de plus en plus puissant, de plus en plus harmonisant, de plus en plus équilibrant pour cette personne-là. Donc, vous voyez que trois grands volets dans la pleine conscience intuitive qu'on cherchait à développer tout au long des voyages qu'on va effectuer. Il y a le décodage intuitif qui va me permettre de communiquer avec les perceptions afin d'arriver à développer la connaissance de soi ou la connaissance de l'autre. La déprogrammation qui va me permettre donc, à partir du moment que j'ai compris la raison d'être des perturbations, je peux donc travailler sur les mémoires qui sont associées à ces perturbations-là et je peux leur donner tout ce dont elles ont besoin pour que je puisse effectivement les déprogrammer, les libérer de ce qui est figé en eux, afin que dans ma conscience, je me sente de plus en plus en harmonie avec moi-même, parce que ces programmations qui sont limitées, qui sont figées, qu'elles deviennent de plus en plus fluides, de plus en plus harmonieuses, et que moi, je me sens de plus en plus en état d'équilibre avec moi-même, c'est-à-dire que je suis plus dans un état de dissociation avec ces énergies-là, mais je cherche donc évidemment à me réharmoniser à elles. Donc la déprogrammation va consister à transformer les perceptions que j'observe afin qu'elles s'harmonisent. Et ça, c'est pas quelque chose de théorique, j'aimerais vous dire, parce que moi, c'est ce que j'ai observé dans la pratique. C'est-à-dire que quand je donne à la mémoire une information en accord avec ce qu'elle me demande, j'observe que la mémoire se transforme et elle me fait découvrir que plus elle est équilibrée, plus elle me montre le chemin de la guérison, plus elle me montre ce qui doit être fait pour que la personne arrive à actualiser cette guérison-là dans sa propre vie. Donc, ça devient fort intéressant de prendre conscience de cette réalité-là. Et le troisième volet, les soins, évidemment, ce qui peut être intéressant de comprendre, c'est que quand après avoir fait décodage des promotions, on va chercher évidemment par la suite à faire un soin. Et le soin qu'on va chercher à faire, c'est évidemment de rétablir les flux biolumineux dans le corps de notre partenaire pour qu'on puisse arriver justement à sentir une forme d'équilibre et d'harmonie qui puisse s'installer chez cette personne-là. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'introduction que j'avais envie de vous faire avant d'aborder vraiment le sujet de la conférence, la multiconscience thérapie, transformation et éveil. Donc, qu'est-ce que c'est que la multiconscience thérapie? Avant même d'aborder ça, j'aimerais peut-être vous aborder avec vous ce qu'on appelle le cerveau quantique. Le cerveau quantique, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il est reconnu, évidemment, depuis très longtemps que le cerveau, évidemment, c'est lui qui est la conscience. Maintenant, la physique quantique, elle amène une idée nouvelle en disant que le cerveau est délocalisé. Ça veut dire quoi? C'est que le cerveau, la conscience que j'ai, n'est pas uniquement identifiée au cerveau, mais la conscience se trouve partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi je regarde une personne et que je regarde son champ énergétique, je comprends que ce que je suis en train de me mettre en relation, c'est la conscience globale de la personne. C'est-à-dire que son cerveau est une partie de sa conscience et que je suis capable donc d'aller chercher une information beaucoup plus globale de qui elle est vraiment en me mettant en relation avec ce champ énergétique-là, qui lui, finalement, est le cerveau délocalisé. Donc ça, c'est quelque chose déjà de fort intéressant, de reconnaître que quand je regarde le champ biolumineux d'une personne, le rayonnement ultra-ténu des cellules, je constate qu'il y a de l'énergie et je constate qu'il y a une conscience qui anime cette énergie-là. Et cette conscience-là, bien évidemment, c'est l'expérience mémorielle que je vais qui va colorer l'énergie vitale qui circule en moi. Et cette conscience mémorielle-là, bien évidemment, par le biais du décodage intuitif, je vais être capable d'identifier ces mémoires-là. Mais j'aimerais vous dire que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on doit comprendre une chose, c'est que une autre hypothèse qui a été mise en physique quantique qui est fort intéressante, c'est qu'on reconnaît que cette conscience délocalisée, c'est un peu comme si cette conscience délocalisée, elle était un ensemble de virtualité. Un ensemble de virtualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que j'ai vécu depuis le début de ma vie se retrouve dans ce champ d'énergie-là et toutes les possibilités associées à ce que j'ai vécu et ce que je pourrais faire dans le futur à partir de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai été, seraient là. Ça veut donc dire que je suis un ensemble de possibilités. Et cet ensemble de possibilités, qu'est-ce qui va faire que moi, je vais me limiter dans ma conscience, que je vais m'empêcher à quelque part d'être en harmonie avec moi? C'est tout simplement parce que je vais m'être identifié à des potentiels virtuels qui ne sont pas en harmonie avec moi et qui vont m'éloigner de ma nature profonde
et qui vont m'amener effectivement à reproduire des mécanismes, des processus qui ne sont pas d'accord avec moi. Donc, vous comprendrez ici que c'est fort intéressant parce que quand on observe le champ énergétique, moi, je constate qu'effectivement, il y a donc dans le champ énergétique ce que j'appelle moi des mémoires limitatives. Les mémoires limitatives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des énergies figées, des énergies qui sont reliées à des blessures, à des souffrances, à des douleurs. Et ces souffrances et ces douleurs-là, quand on commence à prendre le temps de se mettre en relation avec elles, leur demander leur raison d'être, etc., on comprend que ces souffrances-là sont donc des blessures émotionnelles qui ont été vécues quand on était plus jeune, par exemple, et qu'on s'est identifié à cette souffrance-là. Par exemple, si à l'âge de 5 ans, j'ai vécu un sentiment d'abandon, ce sentiment d'abandon-là, quelque part, est encore présent en moi, dans mon champ énergétique, et c'est un peu comme si j'étais encore dans l'expérience de l'abandon et que je souffrais encore. Et que quand je commence à interagir avec cette mémoire-là pour comprendre sa raison d'être, elle va m'expliquer sa souffrance, mais quand je commence à aborder la déprogrammation avec elle, je vais commencer à lui donner l'opportunité de ne plus être dans cette souffrance d'abandon-là parce que je vais lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle se libère de l'abandon. C'est là que j'ai constaté que ce que je voyais comme une mémoire limitative va devenir une mémoire évolutive. C'est-à-dire que plus je change la programmation, que je libère la programmation de mémoire, plus je la libère, plus évidemment elle me met en contact avec un potentiel virtuel. Je passe de l'état d'abandon à un état d'expansion, un état de libération, un état où je peux enfin renouer contact avec qui je suis, parce que l'expérience d'abandon m'a empêché d'être qui j'étais. Alors quand je me donne l'opportunité de renouer contact avec qui je suis vraiment, ben, ça me permet de me libérer de l'expérience d'abandon et d'accéder à autre chose. Et c'est là qu'on parle d'une mémoire expansive. Alors, je veux juste vous faire comprendre que le travail de décodage et de déprogrammation va me permettre de travailler sur une multiconscience, c'est-à-dire que dans mon champ énergétique, je vais constater qu'il y a plein d'états de conscience morcelés, j'irais jusqu'à dire, qui se trouvent dans mon champ. Ces états de conscience-là sont souvent limitatifs parce qu'ils représentent souvent des expériences figées qui sont vécues en moi, qui sont reliées à de la souffrance, à des douleurs, et que plus je vais commencer à déprogrammer tout ça, plus je vais donner l'opportunité à ces mémoires-là de devenir évolutives, expansives, et que ça va me permettre, moi, de commencer à pouvoir m'harmoniser à mon être et de ne plus être dans une position de dissociation. Donc, la multiconscience thérapie va consister à reconnaître que je suis animé de multiples états de conscience et que mon travail de décodage, déprogrammation et soins va consister à chercher à harmoniser chacune de ces énergies-là pour qu'il y ait une forme d'équilibre. Donc, la multiconscience thérapie va consister à reconnaître que je peux voyager dans mon champ énergétique ou le champ énergétique d'un partenaire et donc d'aller visiter ces états de conscience-là pour pouvoir chercher justement à m'équilibrer, à les harmoniser, etc., etc. Donc, ça va être vraiment ça qu'on va chercher à faire dans le travail de la multiconscience thérapie. Maintenant, d'où est-ce que ça vient cette multiconscience thérapie? Bien évidemment, c'est qu'à un moment donné, j'ai constaté qu'il était possible donc de voyager dans le champ mon champ énergétique et de pouvoir me mettre en relation avec des états de conscience très précis. Par exemple, dans mon genou, j'ai une expérience de l'enfant qui s'est senti abandonné à l'âge de 5 ans. Je vais avoir cet enfant-là et je vais commencer à faire un travail sur lui. Ce travail que je vais faire sur lui, c'est un peu comme si je le faisais sur un travail sur une personne distincte de moi. C'est-à-dire que cet enfant de 5 ans-là, on pourrait pas se dire qu'il a un champ énergétique, qu'il a 7 chakras, et je vais donc pouvoir interagir avec lui comme s'il avait vraiment une autonomie qui lui était propre, et que le travail que je vais faire va consister à le libérer de ses programmations, à l'équilibrer dans sa conscience énergétique, afin que je puisse me réunifier à lui. Alors, vous voyez que ça nous amène à cette image des poupées gigognes qu'on retrouve dans les petites poupées russes. Hein, vous savez, il y a une poupée, on ouvre la poupée, il y a une deuxième poupée, une troisième poupée, une quatrième poupée, une cinquième poupée, une sixième poupée. Donc, il y a 6 poupées les unes dans les autres. Donc, quand on fait le travail dans ce type de travail de multiconscience thérapie, on peut constater que je peux travailler sur l'enfant de 5 ans qui s'est senti abandonné. En travaillant sur lui, je peux découvrir que cet enfant-là est en résonance avec une mémoire d'un ancêtre. Je peux constater que cette mémoire d'ancêtre peut être en résonance avec des mémoires d'autres vies, et ainsi de suite, ce qui m'amène donc à faire un voyage très grand et très vaste à l'intérieur de mon genou. C'est-à-dire que mon genou est la porte d'entrée à un travail qui va m'amener effectivement à pouvoir remonter dans le temps, dans une mémoire d'autre vie, pour parvenir à faire un travail qui va dégager mon genou, qui va libérer mon genou, qui va me permettre de renouer contact avec un potentiel de guérison dans celui-ci. Donc, la multiconscience thérapie est très intéressante parce qu'elle est vraiment en accord avec cette notion que quand on observe le fameux cerveau délocalisé dont j'ai parlé tantôt, on constate que la conscience se trouve vraiment multiple, c'est-à-dire qu'on est en contact avec des virtuels.
les potentiels virtuels qui sont en soi. On va donc se mettre en relation avec des potentiels virtuels limitatifs qui sont figés et qu'on va chercher à déprogrammer pour redonner une certaine mobilité. Et on va se mettre en relation avec des potentiels virtuels expansifs ou évolutifs et qu'on va chercher évidemment à permettre à notre être, à nous ou à notre partenaire, à optimiser ça pour permettre évidemment une forme d'harmonie, une forme d'équilibre dans la conscience, afin que ce potentiel évolutif qu'on a tous, mais qu'on puisse l'actualiser au maximum, qu'on soit de moins en moins prisonnier de la conscience, mais de plus en plus capable justement de s'aligner à, à une conscience unique, en fin de compte, qui est notre conscience unique, notre potentiel évolutif, notre essence fondamentale, je dirais. Donc, la multiconscience thérapie m'a amené, moi, à développer ce que j'appelle les 49 dynamiques psycho-énergétiques associées à la pleine conscience intuitive. C'est-à-dire que par ma pratique, hein, à travers les années, j'ai constaté qu'il y avait des tendances, des énergies fondamentales, en fait, plutôt, qu'on retrouvait chez l'être humain. Ces énergies fondamentales, je les ai beaucoup identifiées autour des chakras, où j'ai constaté qu'on pouvait identifier 7 états de conscience principaux chez l'être humain. Et ces 7 états de conscience-là sont associés à 7 états psycho-énergétiques, ce qui veut donc dire que 7 fois 7, ça fait 49. 49, donc, principales dynamiques psycho-énergétiques qui nous informent de qui nous sommes en tant qu'être humain dans la globalité de chacun d'entre nous. Alors évidemment, si on veut aller à la précision de tout ça, bien évidemment, il y a beaucoup plus que 49 états. Ces 49 états-là sont des grandes lignes générales. Et évidemment, à partir du moment qu'on rentre dans la multiconscience thérapie, vous l'avez compris, on va rentrer dans la subtilité. Et dans la subtilité, bien, on va effectivement accéder à ce qu'on pourrait appeler la richesse de l'intelligence universelle, hein, qui va nous mettre en contact avec toutes les diverses composantes mémorielles, puisqu'on a compris que si je me mets en relation avec une mémoire, mais cette mémoire-là, je peux interagir avec elle à travers donc les 7 chakras qui l'animent. Je peux constater que dans cette mémoire-là, il peut y avoir plein de résonances avec d'autres énergies, comme je disais tantôt, qui peuvent venir de mon histoire personnelle, qui peuvent venir de ma psychogénéalogie, qui peuvent venir de d'autres vies. Donc, on comprend quelque part que chaque mémoire a un potentiel d'approfondissement qui peut être assez exceptionnel si on en a le désir. Donc, évidemment, la multiconscience thérapie nous fait bien comprendre quelque part que il y a plein de connexions et d'interconnexions qui peuvent exister. Et cette idée de présenter 49 dynamiques psycho-énergétiques, ça permet donc de développer, je dirais, comme un genre de cadre de fonctionnement, qui veut donc dire que quand moi j'observe le champ énergétique d'une personne, ben, je vais donc regarder ces 7 chakras, reconnaître effectivement qu'il y a 7 niveaux de conscience. Et ces 7 niveaux de conscience-là ont ce qu'on pourrait appeler des énergies originelles, c'est-à-dire que tout être humain doivent rechercher, je dirais, une certaine forme de potentiel équilibré de chacune de ces énergies associées au chakra. Et évidemment, les 7 états énergétiques, bien évidemment, ce sont des états qui vont nous éloigner plus ou moins fortement de cet état d'équilibre. Alors, si vous voulez bien, je vais vous présenter les 7 énergies originelles associées au chakra et un petit peu vous donner un peu une image des diverses situations énergétiques qui peuvent nous éloigner de cette énergie originelle-là. Et ça va clore un peu la conférence parce qu'évidemment, l'idée de ça, c'est de vous préparer, en fin de compte, à la conférence officielle que je vous donnerai lors de ma tournée en Bretagne, qui consistera à approfondir justement ces 7 grandes familles qu'on retrouve dans la pleine conscience intuitive et aussi de vous parler des 7 blessures émotionnelles associées à chacune d'elles, également aux missions de vie qui sont accessibles à chacune d'elles. Donc, ce sera un peu l'objectif de la conférence que je ferai dans la tournée en Bretagne, où je ferai quelques villes. Là, je vais être à Rennes, Vannes, La Roche-sur-Yon, Brézure, également à Bougnay. Donc, vous pourrez de toute façon regarder, jeter un coup d'œil sur le site Jaune Turquoise de Dominique Carès, qui va vous donner un petit peu le programme que je vais faire durant cette tournée-là. Il y aura donc un mini-atelier aussi qui sera proposé, ainsi qu'un week-end le 21 et 22 octobre sur l'introduction à la pleine conscience intuitive, qui est un enseignement très concret, très pratique, dans lequel vous apprenez à pratiquer le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins, pour effectivement apprendre donc à effectuer un travail très pratique sur vous-même et sur un partenaire pour que vous soyez capable de vraiment développer des habiletés intuitives et énergétiques à ce moment-là qui soient satisfaisantes pour finalement pratiquer sur vous et pratiquer sur les autres par la suite de votre propre chef. Donc voilà, donc c'est un week-end assez pratique, assez complet en lui-même par rapport à cela. Ceci dit, donc revenons sur ces fameuses 7 énergies originelles. Donc le bâtisseur est le premier, un relié au chakra racine, et le bâtisseur, dans sa dimension originelle, est vraiment en relation avec l'être humain qui a le souhait de construire sur Terre
de construire sur Terre, de se matérialiser sur Terre dans la matière, de bâtir sur Terre en accord avec les lois de la nature. Alors, c'est intéressant de comprendre ça parce qu'on sait aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, quand on regarde comment c'est construit les villes et tout ça, on sait qu'il y a eu donc beaucoup de bâtisseurs qui ont été à l'aise dans la matière pour construire des grandes choses. Mais ces bâtisseurs-là n'ont pas toujours fait ça en harmonie avec les lois de la nature parce qu'évidemment, il y a donc eu des impacts commerciaux, il y a eu plein d'éléments économiques qui ont fait que les gens ont construit des maisons en accord avec des intérêts financiers, etc., qui ont pu les éloigner de cette volonté d'être le plus en harmonie avec la nature. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est que le bâtisseur, dans son essence fondamentale, lui, cherche justement à construire la matière et de le faire en accord avec les lois de la nature, parce que lui, il est fasciné par la vie, il trouve ça miraculeux, la vie matérielle, la vie physique, la vie terrestre, il la trouve fantastique, il trouve qu'il y a une richesse et une intelligence exceptionnelle, et cet être humain-là a donc un instinct naturel pour effectivement comprendre la matière. Et il a donc envie, effectivement, de permettre à cette matière-là de pouvoir euh, se construire en accord, justement, avec cette vision-là. Mais bien évidemment, vous avez compris que dans les 7 états associés au bâtisseur, on va s'éloigner progressivement de cet état d'équilibre que je viens de vous nommer pour effectivement retrouver des gens qui vont, par exemple, être très, très matérialistes et très, très avides de faire des sous, par exemple, et qui vont vouloir accumuler s'accomplir dans la matière pour avoir un certain pouvoir sur les autres aussi, ou des gens, quelque part, qui vont carrément, complètement être absents de l'amour de matière parce qu'ils n'auront pas envie de s'incarner dans ce monde terrestre-là, ils n'auront pas envie d'être présents à ce monde terrestre-là, ils n'ont pas envie de se réaliser dans la matière, tout simplement parce qu'ils ont vécu des traumatismes ou des blessures. Et entre ces extrêmes que je vous nomme, bien évidemment, on peut comprendre qu'il y a plein de subtilités qui vont pouvoir se retrouver chez un être humain et qui vont faire qu'on va pouvoir arriver à mieux comprendre celui-ci dans toutes ces subtilités-là. Mais l'idée, c'est de vous présenter quelque chose de général pour vous donner effectivement une vision globale de l'être humain, et de pouvoir justement comprendre quelque part l'état de cette vision-là qu'il est possible donc de se mettre en relation avec un partenaire et de pouvoir observer que dans ce partenaire-là, l'énergie du bâtisseur peut avoir une certaine couleur qui lui est propre et le décodage, la déformation, le soin va nous permettre donc de pouvoir approfondir cela. Quand on regarde maintenant le communicateur, qui est le deuxième chakra, relié au chakra sacré, et qui est relié donc à le deuxième type énergétique, le deuxième état de conscience qu'on va trouver chez l'être humain, le communicateur, c'est quelqu'un qui est à la recherche de la communication authentique. Je veux être vrai avec moi, je veux être vrai avec les autres. Alors évidemment, c'est encore là, quand on regarde ça d'un point de vue collectif, on sait bien, nous, que peu de gens qui sont à la recherche, qui ont envie d'être vrais avec eux-mêmes, être vrais avec les autres. Pourquoi? Mais parce qu'être vrai avec les autres, puis vrai avec soi-même, c'est pas tellement brillant. Je vais dire ça comme cela. C'est-à-dire que socialement, quand on est sincère, quand on est vrai, on est souvent naïf. On est souvent perçu comme naïf. On est souvent perçu comme quelqu'un qui va se faire avoir. Parce que dans la société, les intérêts que l'on a font que cette forme d'authenticité-là n'est pas recherchée parce qu'on a compris que si on était authentique, on n'allait pas obtenir ce qu'on veut. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'être finalement faux, hein, et de fuir finalement cette authenticité-là. Alors, c'est certain que l'équilibre, le communicateur authentique, qui est vrai avec lui-même et vrai avec les autres, va pouvoir établir une véritable relation véritable avec lui et les autres. Et c'est ça que la société, qu'on devrait tous rechercher. Malheureusement, la société ne nous encourage pas à cela. Et bien souvent, on est nous-mêmes prisonniers de nos propres perturbations, de notre propre incompréhension de nous-mêmes, et c'est ça qui va faire qu'on va s'éloigner de cette vérité-là. Mais le communicateur équilibré, c'est ça qu'il va rechercher. Et encore une fois, quand je me mets en relation avec un partenaire avec son chakra sacré, bien évidemment, je vais pouvoir constater qu'une personne peut être, par exemple, un communicateur qui recherche à être le plus vrai possible, c'est donc une forme d'authenticité, quelqu'un d'authentique, mais je peux aussi voir également des gens qui vont, par exemple, chercher à manipuler les autres parce qu'ils ont compris à quelque part que la communication, pour eux, pour arriver à être capable de se sentir à l'aise avec les autres, leur seul moyen à eux qu'ils ont développé, c'est de pouvoir justement dominer les autres par la tentative de manipuler les gens, par la parole, par la persuasion, par la séduction. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui vont être faites. Ou encore une fois, des gens qui vont se renfermer sur eux-mêmes, qui vont pas beaucoup communiquer, qui vont pas beaucoup communiquer ce qu'ils ressentent et ce qu'ils vivent, mais qui vont énormément
ressentir des choses à l'intérieur d'eux-mêmes en se disant, OK, cette personne n'a pas fait ce qu'elle m'avait dit, etc. Mais toujours de l'intérieur. Comme ça, on allait vraiment devenir des gens renfermés sur eux-mêmes, qui sont tout en train de juger ce qui se passe autour d'eux, mais sont incapables vraiment de le communiquer. Alors, vous voyez, ce sont des caricatures que je vous présente, qui vont encore une fois nous éloigner de cette nature authentique que l'on cherche à développer dans le communicateur. Donc, encore là, dans l'idée de la multiconscience thérapie, ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai un état de conscience dans le bâtisseur, j'ai un état de conscience dans le chakra sacré, j'ai un état de conscience dans les autres chakras, et je dis j'ai un état de conscience, mais je pourrais dire j'ai plusieurs états de conscience, parce que ce serait possible que dans un des chakras, dans un chakra, je pourrais savoir plusieurs états de conscience. Et on sait que dans ces états de conscience-là, bien évidemment, chaque état de conscience a une certaine distinction, il a une certaine autonomie, ce qui veut donc dire que je peux travailler sur cette énergie-là autonome et faire un travail plus poussé, comme je disais tantôt, sur les chakras de cette conscience-là, etc. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose de potentiellement très riche là-dedans, puis évidemment, on ne va pas le faire pour complexifier les choses. On va le faire seulement quand ça s'avère être intéressant de pouvoir le faire pour nous permettre d'aller plus loin dans notre compréhension. Le troisième niveau de conscience, c'est le guerrier. C'est le troisième chakra, qui lui est relié vraiment à l'être de pouvoir. L'être de pouvoir, c'est celui justement qui prend conscience qu'il peut posséder le monde. Et pour posséder le monde, bien évidemment, ça veut dire qu'il a une certaine leadership en lui. Et ce leadership-là, il va habituellement chercher à le développer en s'entourant de bonnes personnes. Ça, c'est important parce qu'on vit dans une société, encore une fois, d'individualisme où souvent le pouvoir va reposer sur le principe de j'ai un certain pouvoir et c'est comme ça que je peux dominer le monde entier. Je vais dominer les autres. En dominant les autres, je ne serai pas dans une relation saine avec les gens. Je ne vais pas leur donner une valeur. Je vais les écraser en leur demandant d'être à mon service. Alors que le guerrier équilibré va davantage rechercher à collaborer avec une équipe de gens qui vont travailler pour lui et qu'il va valoriser parce qu'il va reconnaître que ces gens-là sont importants pour lui car il n'a pas la capacité de faire tout. Il a des forces, mais ces gens-là ont d'autres forces et ça lui permet donc d'avoir une équipe qui va vraiment complémentariser sa force à lui et c'est ce qui va faire qu'il va être hyper performant. Évidemment, dans le guerrier, quelque part, ça c'est le guerrier équilibré, bien évidemment, on a compris que le guerrier qui va être un peu perturbé, bien, pourrait être un guerrier dominant. Un guerrier dominant, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui va chercher à dominer les autres, qui va chercher à contrôler les autres, qui va chercher à casser les autres pour leur montrer qu'il est plus fort qu'eux. Ou il peut y avoir évidemment le dominer. Le dominer, mais c'est celui quelque part qui subit les autres parce que justement, il ne s'est pas permis, lui, quelque part, de développer un pouvoir sur les autres. Il a donc développé une capacité à avoir de pouvoir sur les autres et c'est les autres qui vont le dominer en quelque sorte. Ce sont des caricatures encore une fois. Et évidemment, dans le travail qu'on va chercher à faire au niveau du guerrier, on va chercher évidemment à poser un regard intuitif sur le guerrier pour bien évaluer de quelle façon qu'on peut aider notre partenaire à renouer contact avec le guerrier équilibré, qui est la nature fondamentale de tout être humain, qu'on a tous à développer à notre façon, à notre manière, pour favoriser un équilibre dans cette région-là. Le quatrième chakra, c'est le serviteur. Le serviteur, c'est relié donc à une certaine maturité. Dans le développement des chakras, on arrive à une certaine, ce qu'on appelle à l'adulte. Et l'adulte n'est pas relié à l'âge. C'est pas parce que j'ai 18 ans que je suis un adulte. On parle de vraiment quelque chose de plus subjectif. L'adulte, c'est celui qui se connaît assez bien pour être capable de dire, ben voilà ce que j'ai envie d'amener à la société. Maintenant que je me connais, je sais qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société. Je sais que j'ai pas envie d'apporter ce que la société me demande que je lui apporte. J'ai envie d'apporter ce que moi je ressens comme étant fondamental et qui me fait du bien d'apporter à la société. Donc, le guerrier, le serviteur va vraiment être une personne qui va avoir envie d'apporter un regard sur la société plus positif et plus évolutif que la société peut être aujourd'hui. C'est pourquoi que le serviteur va souvent se retrouver avec d'autres serviteurs qui vont avoir envie de collaborer ensemble pour créer un monde meilleur. Alors, ce sont le principe des cités écologiques, par exemple, des cités dans lesquelles des gens se retrouvent ensemble avec des visions nouvelles de la société, dans lesquelles ils vont chercher à bâtir une nouvelle façon, une nouvelle vision de la société. Alors, ces gens-là, quelque part, vont amener donc un nouveau regard. Et le serviteur, c'est vraiment ça que c'est sa tâche, c'est vraiment d'amener justement tout doucement un autre regard sur la société dans lequel il y aura une possibilité un jour qu'une transformation puisse se faire. Donc le serviteur, c'est vraiment l'initiateur du changement qui va amener éventuellement, à mesure que les serviteurs deviennent de plus en plus nombreux sur Terre, vont amener effectivement une transformation dans la société parce que ces gens-là auront donc un regard complètement différent sur la société. Et comme ils seront nombreux à un moment donné, bien évidemment, il y aura donc une transformation qui se fera parce que ces gens-là sont donc plus importants que
que moins, et ça permettra à la transformation de prendre forme. Encore là, lorsqu'on regarde la multiconscience thérapie, ben, le serviteur, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité. Malheureusement, il y a bien des gens qui ont la difficulté à atteindre cette maturité-là, parce que socialement parlant, ce n'est pas valorisé. Et ils vont se retrouver dans des situations où, par exemple, comme ils ne se connaissent pas, ils vont trop se donner aux autres, ils vont se perdre dans les autres, ou encore, ils vont carrément être égoïstes, ils vont quand même carrément se refermer sur eux-mêmes en se disant, je ne veux pas me faire avoir, donc je vais penser uniquement à moi. Alors, vous voyez que le cœur, c'est relié à l'amour, donc évidemment, quand on a l'amour blessé, ou quand on a le sentiment quelque part que l'amour est dangereux, bien évidemment, on va se retrouver dans une position où soit on est trop donneur, on va trop donner d'amour, ou on va pas du tout en donner, ou on va plutôt prendre de l'amour parce qu'on va finalement prendre conscience du danger de se retrouver dans une position où on pourrait se faire mal ou se faire blesser. Donc, vous voyez que c'est ça un petit peu qu'on va retrouver au niveau de la région du cœur. Et l'équilibre, bien évidemment, c'est cet être humain qui est plein d'amour dans l'idée, quelque part, de servir socialement parlant l'humanité d'une façon différente, avec des conventions différentes, pour faire changer le monde, pour rendre le monde meilleur, le rendre plus humain. Ensuite, le créateur, qui est relié au chakra de la gorge, est vraiment en relation, lui, avec l'être inspiré, inventif, créatif, qui est connecté avec des niveaux de fréquence assez élevés dans l'univers et qui nous met en contact donc avec des nouvelles formes de vie, des nouvelles formes de créativité, une nouvelle forme d'inventivité qui n'est pas encore présente parce que quand on commence à regarder justement cette expression-là, on commence à comprendre évidemment que quand on aborde le créateur, le philosophe et le spirituel, qui sont les trois chakras supérieurs, on commence à comprendre justement que ces niveaux de fréquence-là sont plus élevés. Alors quand on commence à regarder donc le créateur, on se rend compte que le créateur vraiment est inspiré, il est relié donc à des inspirations créatrices et inventives, et il va amener sur la Terre ces pensées nouvelles-là, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau d'invention mécanique, ou des idées ingénieuses, toutes sortes de choses. Le créateur va apporter ça sur Terre et il va donc être en mesure, donc par son individualité, être capable de croire en ces idées-là, même si son entourage n'y croit pas. Je pense à Einstein, par exemple, qui est arrivé avec sa théorie de la relativité. Et ça a pris plusieurs années avant que les physiciens de l'époque soient capables de comprendre ce qu'il voulait dire. Donc, il y avait vraiment un pas en avant sur tout le monde. Et c'est ça le créateur. Le créateur se retrouve dans une position où son inventivité, sa créativité, le met plusieurs pas en avant vers des gens. Et puis les gens, ben, quelque part, vont avoir de la difficulté à comprendre ce qu'il raconte parce qu'il est tellement innovateur, tellement en avant de son temps, que ça va prendre un certain temps avant qu'on soit capable de reconnaître ce qu'il est, ce qu'il fait, parce qu'évidemment, on va avoir tendance justement à ne pas l'entendre, à ne pas l'écouter, parce qu'on ne sera pas en mesure de vraiment le reconnaître. Alors, vous voyez que dans la multiconscience thérapie, bien évidemment, c'est relié à la gorge. Donc, cette idée d'être un créateur, d'être un inventeur, etc., bien évidemment, c'est tout relié à la capacité à communiquer. La communication, quelque part, bien évidemment, passe par le pouvoir de la parole et le pouvoir, justement, de pouvoir manifester euh, cette capacité que j'ai de pouvoir communiquer d'une façon juste avec les gens, d'une façon créative avec les gens, que je sois capable de vraiment verbaliser la parole vivante, je dirais. La parole vivante, c'est la parole créative. C'est pas une parole, justement, qui est basée sur un contrôle intellectuel, mais qui est vraiment basée sur une forme de pensée plus intuitive, pourrait-on dire. Et dans ce sens-là, le créateur, lorsqu'il se laisse inspirer, bien évidemment, il se laisse inspirer par le pouvoir de la parole ou il se laisse guider par ce qui vient en lui. Alors, vous voyez que c'est ça, c'est une pensée inspirée qui va l'amener donc à la créativité, à pouvoir amener sur Terre des nouvelles visions des choses. Alors, quand on regarde donc un chakra de la gorge chez une personne, bien évidemment, les gens qui ont de la difficulté qui parlent trop, par exemple, qui sont trop excités, sont trop omnibulés par une créativité qui est trop nombreuse, qui est trop riche, il y a plein d'idées, plein de choses qu'ils voudraient dire, ils vont se disperser. Et ces gens qui vont se disperser, bien évidemment, vont s'éloigner de ce potentiel créateur qu'ils ont parce qu'ils vont avoir trop d'idées, ils vont pas bien gérer le potentiel créateur puis le pouvoir de les réaliser. Donc, ils vont se retrouver finalement omnibulés par tout ça. Ou il peut y avoir des gens, quelque part, qui ont tellement peur de la créativité qu'ils vont devenir routiniers. Ils vont devenir tellement routiniers qu'ils vont toujours faire la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour éviter de renouer contact avec la créativité. Alors, vous voyez que tout ça explique un petit peu les tendances, à quelque part, qu'on va retrouver chez une personne au niveau créatif. Hein. Il y a des gens, quelque part, qui vont avoir un potentiel créateur, qui vont pouvoir assumer et qui vont pouvoir donc assumer cette forme de créativité dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, il y a ces extrêmes qui vont nous éloigner de cette nature évolutive qui est en nous et qui va donc finalement nous empêcher d'être en alignement avec notre nature créative qui est associée au chakra de la gorge.
Si on regarde le chakra frontal, qui est donc relié au philosophe, le philosophe, c'est l'être sage, celui qui est capable justement d'amener des pensées nouvelles sur Terre dans le sens de la philosophie. C'est quelqu'un qui est capable d'amener un message sur Terre. C'est quelqu'un qui va amener des pensées inspirantes. Je pense à Krishnamurti, par exemple, pour en nommer un, qui a donc est arrivé avec des façons de voir les choses, avec une pensée philosophique qui est intéressante. Il y a des grands philosophes aussi, évidemment, qui sont arrivés avec des messages, des compréhensions quelque part sur la vie, sur l'existence, qui amenaient donc des réflexions, qui amenaient des réponses chez les êtres humains. Et dans ce sens-là, les gourous également, qui sont capables de conseiller les gens, qui sont capables de les amener à prendre conscience de signification d'événements de leur vie, de faire comprendre à quel point le sens des choses, tout ça va amener les gens à développer un éveil, pourrait-on dire, face aux événements de la vie. Et le philosophe est capable d'amener un éveil chez les gens, d'amener un éveil à comprendre à quelque part la raison d'être des expériences de leur vie. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose de très riche dans le philosophe. Alors, c'est la nature fondamentale, la raison d'être du philosophe, c'est ça. Maintenant, quand on regarde la musculation-thérapie, bien évidemment, si on regarde le chakra frontal, on peut constater qu'une personne qui a une certaine activité dans son chakra frontal qui n'est pas équilibrée à sa nature équilibrée, bien évidemment, il peut avoir, par exemple, un côté très rationnel, dans lequel il cherche constamment à démontrer scientifiquement tout ce qu'il avance, tout ce qu'il émet, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un de complètement irrationnel, c'est-à-dire quelqu'un, effectivement, qui a été dans un processus intuitif, mais tellement fort qu'il devient quelque part irrationnel parce que quelque part, il est de moins en moins connecté avec la réalité. Alors, il peut avoir des choses justes qu'il peut dire, mais comme il n'est plus connecté à la réalité physique terrestre, ben, il peut dire des choses qui ne sont plus reliées à la réalité. Par exemple, il pourrait parler de la planète Sirius, qui est dans un état d'émerveillement, de conscience d'émerveillement fantastique, mais évidemment, quand on parle de la planète Sirius, on n'a plus de critères, nous, pour se situer par rapport à cette planète-là. On n'a pas de moyen de vérification pour reconnaître à quelque part ce qui se passe là-bas. Donc, c'est là qu'on va parler d'irrationalité, c'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de référence par rapport à l'être humain que nous sommes. Donc, c'est là évidemment que on va devenir inaccessible, c'est-à-dire cette façon de communiquer va plus nous apparaître accessible parce que cet être humain-là, c'est comme s'il était ailleurs, tout simplement. Il était plus connecté avec la réalité terrestre. Le septième chakra maintenant, c'est le spirituel. Et le spirituel, c'est celui qui est en connexion avec la dimension spirituelle et qui cherche à se relier à cette dimension spirituelle pour reconnaître effectivement que cette dimension spirituelle le met en relation avec l'essentiel à faire sur Terre. C'est-à-dire qu'il sait, lui, quelle est sa mission. Et sa mission pour lui, c'est pas important qu'il soit reconnu socialement parlant. C'est pas important pour lui que les gens le reconnaissent. Ce qui est important, c'est qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et dans ce sens-là, le spirituel est vraiment un être qui peut être carrément dans l'ombre, on ne peut pas le voir du tout. Et il n'en souffre pas parce que lui, il met l'emphase sur sa mission. Et sa mission, c'est la chose la plus importante pour lui. Donc, tout le reste n'est pas vraiment important. Donc, il va vraiment s'inspirer, se sentir inspiré par cette mission-là. Il va donc faire ce qu'il doit faire pour arriver à atteindre ses objectifs. Donc, évidemment, la mission, bien évidemment, chaque être humain, on pourrait dire ça comme ceci, nous avons une mission à accomplir, mais on n'est pas toujours conscient de cette mission-là, on n'est pas toujours connecté avec elle. Et le travail va consister justement à se relier à cette dimension spirituelle pour être capable vraiment de sentir comment nous pouvons nous épanouir en tant qu'être humain en accord avec cette force spirituelle, cette connexion que nous avons avec ce désir de nous réaliser en accord avec la dimension, avec la mission de vie que nous avons reconnue en soi. Alors évidemment, il y a des gens qui ne sont pas nécessairement en accord avec tout ça. Donc, quand on regarde un individu et qu'on regarde son chakra couronne, qui est relié au spirituel, on va constater évidemment qu'il y a des gens qui vont carrément être dans l'existentialisme, c'est-à-dire qu'ils vont se demander pourquoi vivre, pourquoi exister, qui vont vraiment être en crise reliée à la foi, parce qu'ils vont se demander justement, est-ce que ça existe, Dieu, est-ce que le sens de la vie, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, ce sont des gens qui sont en crise parce qu'ils sont déconnectés de la dimension spirituelle. Alors, de l'autre côté, il peut y avoir des gens qui sont tellement connectés avec la dimension spirituelle qu'ils perdent les deux pieds, ils sont complètement devenus des gens qui s'imaginent être le bon Dieu, par exemple, et qui, là, c'est là qu'il peut y avoir un piège de l'ego, hein, c'est-à-dire que ces gens-là sont tellement connectés avec la spiritualité qu'ils ont l'impression d'être le Dieu eux-mêmes. Et c'est là qu'on peut envisager ou qu'on peut voir des gens qui vont avoir tendance à développer ce qu'on appelle la pensée sectaire, c'est-à-dire qu'ils vont développer une vision trop sectarisme des choses. Ils vont se percevoir comme étant Dieu, ils vont se percevoir comme étant ayant du pouvoir sur les autres, ils vont avoir l'impression qu'ils peuvent commander ou contrôler les autres. Et ça peut être évidemment des égarements hein, qui vont se faire quelquefois chez des gens qui ont été piégés dans leur ego par rapport à cette dimension spirituelle. Alors, vous voyez que ça, c'est toutes des situations qui vont nous amener
à constater que dans la multiconscience thérapie, ces 7 axes que j'ai nommés sont les axes d'équilibre que je viens de vous présenter. Puis évidemment, à l'intérieur de ces axes-là, on a vu la conscience qui anime l'être humain que nous sommes, ben, va développer des états de conscience qui vont nous éloigner de cette essence fondamentale que j'ai nommée. Et c'est là que le décodage intuitif, la déprogrammation des soins vont nous aider à pouvoir justement faire un travail pour permettre justement à l'être humain que nous sommes de nous réaligner avec notre nature fondamentale. Alors c'est ça un peu qui est l'objectif, je dirais, de la multiconscience thérapie, de prendre conscience qu'il est possible donc de voyager dans le champ énergétique pour interagir avec la mémoire et faire en sorte que la mémoire soit de plus en plus équilibrée, de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes, de façon à ce qu'il y ait un sentiment d'unification qui puisse exister dans notre conscience. Et ce sentiment d'unification-là ben, va faire en sorte qu'on se sente de plus en plus en paix et en harmonie en tant qu'être humain. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais donc à vous transmettre par rapport à la conférence de ce soir. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc voilà, alors il me fera plaisir de vous rencontrer, de vous serrer la main, peut-être même de vous faire la bise, pour pouvoir effectivement partager avec vous ce plaisir que j'ai de vous faire découvrir la pleine conscience intuitive. Je vous dis à très bientôt, en direct cette fois-ci. Au revoir.